certains vont peut-être faire des crampes, et donc ça m'amène à aborder quelque chose qui est un peu compliqué, mais on va essayer de l'aborder très, très simplement. C'est l'histoire de la crampe musculaire. Donc, on voit de temps en temps des joueurs de foot qui s'arrêtent en plein match, ils ont une crampe musculaire, et souvent on ramène ça encore à ce pauvre acide lactique qui n'a rien à voir avec cela. Donc la crampe musculaire, c'est pas dû à l'acide lactique. En fait, la crampe musculaire, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû, encore une fois, à une commande motrice. Donc, c'est le nerf. Donc, un muscle s'est innervé. Et le nerf va dire au muscle, tu dois te contracter. Et en fait, le problème, ça vient de là. C'est un problème du nerf. C'est le nerf qui envoie une information au muscle qui est une information erronée et qui lui dit contracte-toi, 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 contracte-toi. Et donc, le muscle va se mettre en crampe. Et donc, le problème n'est pas un problème d'acide lactique dans les jambes, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est véritablement, encore une fois, un problème neurologique, c'est un problème du nerf. C'est le nerf qui ne va plus fonctionner. Parce qu'un nerf, ça se fatigue aussi. Donc ça, c'est peut-être une notion nouvelle, c'est qu'il n'y a pas qu'un muscle qui se fatigue. Un nerf, ça se fatigue aussi. Je vais vous montrer les exemples tout à l'heure. Et donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une fatigue nerveuse, une fatigue neuromusculaire. Donc, le nerf, la commande motrice ne va plus fonctionner comme elle devrait fonctionner. Et donc, je dis que c'est un truc un peu compliqué parce que honnêtement, ce n'est pas encore le fin du fin. C'est compliqué à étudier les crampes. Donc, on sait que c'est le nerf, mais on ne sait pas encore très bien pourquoi. Alors, on sait qu'il y a des échanges ici, vous voyez, il y a du sodium, il y a du potassium, il y a du calcium qui n'est pas représenté ici, qui vont jouer un rôle dans ces phénomènes physiologiques qui font que le nerf va en fait un moment donner une mauvaise information au muscle. On n'est pas sûr du tout que ce qu'on dit souvent, les crampes, c'est quand il fait chaud, ou les crampes, c'est quand on est mal hydraté. On n'a pas d'évidence scientifique qui montre cela. Donc le fait de bien s'hydrater, c'est évident, surtout quand il fait chaud, mais d'attribuer la crampe au fait qu'on se soit mal hydraté, non, on n'a pas d'évidence pour cela, et que les crampes apparaissent plus quand il fait chaud, il n'y a pas d'évidence pour cela non plus. On peut avoir des crampes quand il fait manifestement très très froid également. Donc maintenant, on va quitter le match lui-même, on va s'intéresser à ce qui se passe après le match, dans les heures qui suivent le match, donc ce que l'on va appeler la fatigue résiduelle après le match. Donc on a fini le match, quelle est la fatigue résiduelle? Pourquoi? Bon, la fréquence cardiaque va diminuer, le lactate, on l'a vu, va diminuer, la ventilation va diminuer, néanmoins, on va quand même se sentir fatigué pendant 24, 48 heures, 72 heures après le match. Est-ce qu'on peut montrer certaines choses? Oui, bien sûr. Bien sûr, il va y avoir différentes choses qui vont varier. Alors ça, c'est des études que j'aime bien montrer, parce qu'en fait, c'est des études qu'on a faites avec des collègues chiliens. C'est des études qui ont été faites au Chili, avec lesquelles on a collaboré. J'aime bien montrer ces études aussi pour deux raisons. Parce que celle-ci, elle a été faite non pas sur des joueurs de football, mais sur des arbitres. Il ne faut pas oublier les arbitres, c'est aussi un exercice intense que de faire des arbitres. Et ici, ça a été fait, et je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui, sur des joueuses de football. Ce n'est pas des joueurs, mais uniquement des filles. Il y a peu d'études qui sont faites sur des joueuses de football, mais celle-ci, elle a été faite sur des joueuses de football. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Bien, ils ont mesuré ce qu'on appelle l'immunoglobuline alpha au niveau salivaire. L'immunoglobuline alpha, c'est quoi? C'est en fait un anticorps. C'est un anticorps que nous avons au niveau de notre bouche, que nous avons dans notre nez, et qui est relativement importante, puisqu'en fait, cette immunoglobuline alpha, c'est en fait une des premières barrières que nous avons contre toute une série de microbes. Donc, c'est véritablement la première barrière contre toute une série de microbes. Et vous voyez que chez ces arbitres, mais il y a d'autres, bon, j'ai pris cet exemple-là, mais il y a d'autres études qui montrent exactement la même chose chez les joueurs, et d'ailleurs chez plein de sportifs, c'est que entre ce qui se passe avant le match et ce qui se passe après le match, eh bien, vous avez une diminution des IgA au niveau de la bouche, au niveau de la bouche. Et c'est embêtant, ça. Oui, c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire qu'il y a aussi des fatigues que vous ne percevez pas. Donc, le système immunitaire se fatigue aussi. Et donc, quel est le danger de cela? On ne va pas mourir, rassurez-vous, mais c'est que la probabilité de choper une petite infection des voies respiratoires supérieures, eh bien, va augmenter.
Donc le fait que lorsqu'on fait un match, et plus le match est intense, plus ça va être le cas, on va avoir une diminution des IGA, et ces IGA vont faire que les joueurs vont avoir une plus grande susceptibilité simplement à être malades. Donc il faut être particulièrement vigilant. Bon, maintenant, avec ce qui traîne là pour l'instant, je dirais, tout le monde est très prudent, mais en fait, on devrait être aussi prudent que cela, enfin peut-être pas aussi prudent que cela en mettant des masques tout le temps, mais il y a toute une série en fait de comportements que les gens commencent à acquérir pour l'instant, qu'on devrait acquérir tout le temps. Donc, je pense que maintenant, les bouteilles qui tournaient il y a encore quelques années au sein d'une équipe de foot et tout le monde buvait à la même bouteille, ça c'est terminé, chacun a sa bouteille, heureusement, mais il y a encore les accolades, les embrassades, etc. Tout cela, eh bien, ça véhicule. Bon, on est ici maintenant évidemment avec un virus qui est extrêmement mortel, mais une petite grippe, c'est embêtant pour un joueur de football parce que ça va l'écarter pendant 15 jours ou une semaine ou 15 jours du terrain. Et donc, il faut être méfiant. Il y a toute une série de comportements qui font qu'on peut éviter ce genre de choses, d'autant plus que lorsqu'on est fatigué, eh bien, on a une plus grande susceptibilité à avoir ce genre de choses. Et donc, on retrouve ça chez nos arbitres. Alors, chez les filles, en fait, ils ont corrélé ça, étonnamment, à ce qu'on appelle la testostérone. Donc, il faut savoir que la concentration de testostérone chez les filles n'est pas nulle, parce qu'elle produit une petite concentration de testostérone, pas au niveau des testicules évidemment, mais au niveau d'une glande que l'on appelle la glande surrénale. Et donc, on va voir que cette testostérone va avoir tendance aussi à diminuer, et c'est une source de fatigue, et donc il montre une corrélation, c'est-à-dire une relation entre la diminution des IGA post-exercice et la diminution de la testostérone post-exercice. Qu'est-ce qui va bouger aussi? C'est certaines hormones. Une hormone qui va bouger beaucoup, c'est le cortisol. Vous voyez, dans les deux études, ce cortisol va avoir tendance à augmenter. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone de stress. C'est l'hormone de stress. Et donc, typiquement, lorsqu'on va faire un exercice physique intense comme un match de foot, eh bien, le cortisol va avoir tendance à augmenter. Et ce cortisol, c'est l'hormone de stress, il va également contribuer à cette fatigue. Et donc, vous voyez, donc ça, ici, dans l'étude avec les arbitres, c'est ce qui se passe avant et après l'exercice. Et ici, on a mis ça en relation avec la fatigue subjectivement perçues. Donc, on demande aux joueuses si elles ont été très fatiguées, très fatiguées, un peu fatiguées, etc. Et vous voyez, celles qui déclarent être les plus fatiguées, eh bien, c'est celles qui montrent également les élévations les plus importantes de cortisol. Donc, on sait que le cortisol joue un grand rôle là-dedans. Alors, on a beaucoup d'études dans lesquelles on a mesuré la concentration de testostérone, on revient chez les sujets masculins maintenant, et ce cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone de stress, et vous savez que la testostérone, c'est une hormone anabolisante. Donc l'anabolisante, ça veut dire que c'est une hormone qui est à la source de la construction des tissus, alors que le cortisol est une hormone dite catabolisante, une hormone de stress qui va plutôt être à la source de la destruction des tissus. Et ici, on a des sportifs dans des conditions normales, dans des conditions que l'on va appeler overreaching, c'est-à-dire des conditions de surmenage. Et ici, on a des sportifs dans des conditions d'overtraining, donc de surentraînement. Et vous voyez clairement la concentration de testostérone dans une phase de surentraînement, donc une fatigue extrême, eh bien, va avoir tendance à diminuer. Alors que la concentration de cortisol, elle a déjà tendance à augmenter dans la phase de surmenage, alors que la testostérone ne bouge pas, et elle a tendance aussi à augmenter lorsque on est en surentraînement. Donc, cet aspect des aspects, voilà. Désolé, j'ai poussé sur le mauvais bouton. Voilà, c'est ma souris qui est un peu trop sensible. Donc, cet aspect du surentraînement, le surentraînement, eh bien, ça va. Le surentraînement, c'est quoi? C'est une fatigue extrême. Le surentraînement, c'est une fatigue extrême qui va durer pendant très longtemps et duquel un sportif va avoir du mal à sortir. Eh bien, ça a un impact, enfin, ça peut être régulé par des modifications hormonales, une diminution de la concentration de testostérone, une augmentation de la concentration de cortisol. Donc, on va dire que le rapport testostérone-cortisol va être affecté. Et donc, ce sont des régulations hormonales qui sont très importantes. Et donc, il va falloir éviter absolument, mettre toutes les stratégies possibles pour éviter de tomber dans le surentraînement. Donc, quand on tombe dans le surentraînement, généralement, pour le sportif, la saison est à peu près finie.
Qu'il y ait des périodes de surmenage, je dirais qu'on ne l'évite pas. On ne l'évite pas, il faut rester pragmatique. À partir du moment où il y a plusieurs matchs qui se succèdent, à partir du moment où la saison est intense, eh bien, il peut y avoir des périodes de surmenage. Ces périodes de surmenage, la grande différence avec le surentraînement, c'est qu'on en sort assez facilement. On en sort après quelques jours de repos. Donc, si vous avez un joueur qui est surmené, vous pouvez diminuer sa quantité d'entraînement pendant quelques jours, vous pouvez vous pouvez le mettre à l'écart pendant un match ou deux pour qu'il se repose, et puis généralement il va bien revenir, c'est pas un problème. C'est un problème à court terme, c'est un problème de quelques jours, voire d'une semaine ou deux. Le problème du surentraînement, c'est un problème à plus long terme. C'est un problème qui va durer des semaines, voire des mois, et donc on a véritablement affaire à quelqu'un qui est surentraîné. Il y a donc une diminution des performances qui est extrêmement importante, qui est couplée à un aspect psychologique qui est également important. Donc les gens sont un peu dépressifs. Hein. Vous avez ces gens qui arrivent à l'entraînement en pleurant quasiment parce qu'ils n'ont plus envie de rien, ils sont acariâtres, rien ne va. Ça, c'est véritablement le syndrome de surentraînement. Donc, on peut montrer que ça a un lien hormonal et c'est quelque chose qu'il va falloir éviter et on va en reparler tout de suite. Alors, une chose que j'ai évoquée tout à l'heure, et je vous ai dit, c'est pas dû au lactate, mais je ne vous ai pas dit à quoi c'était, c'est ce qu'on appelle les douleurs musculaires retardées. Les douleurs musculaires retardées, donc surtout en football, c'est d'autant plus important en football parce qu'inévitablement, il y a toujours quelques coups qui se perdent, donc les douleurs sont importantes. Donc il y a effectivement des douleurs musculaires retardées qui vont arriver donc de 24 à 48 heures après la fin d'un match si celui-ci est particulièrement intense. Et on peut également objectiver cela avec toute une série de marqueurs au niveau sanguin. Le marqueur le plus classique, c'est la créatine kinase, que l'on va augmenter dans le sang à peu près 24 à 48 heures après la fin de l'exercice, mais il y en a d'autres, la troponine, la myoglobine, la myosine également. Alors, c'est dû à quoi? Donc, si ce n'est pas dû au lactate, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû au fait que vous allez faire un exercice qui est particulièrement intense, et cet exercice particulièrement intense va étirer la membrane de votre muscle. Vous avez ici la membrane de votre cellule musculaire, et celle-ci va être étirée. Et mécaniquement, véritablement par l'étirement, vous allez ouvrir ce qu'on appelle des canaux, qui sont des canaux calcium, qui vont donc permettre au calcium, qui est en quantité plus importante dans le milieu extracellulaire, de rentrer dans la cellule. Vous allez faire rentrer du calcium dans la cellule. Et ce calcium, en fait, il va réguler des systèmes qui vont dégrader vos muscles. Ils vont véritablement dégrader ce qu'on appelle ici le sarcomère. Le sarcomère, je pense que vous avez vu ça dans les cours généraux, hein, c'est l'unité contractile du muscle. On trouve ici la myosine, on trouve ici l'actine, donc les deux vont interagir pour faire la contraction musculaire. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une véritable déstructuration de ces sarcomères. Et il va y avoir un système qui va véritablement digérer, on est un peu dans la guerre des étoiles, là, qui va véritablement digérer ce qu'on appelle le système ubiquitine-protéasome, qui va véritablement digérer ces protéines et en faire des débris, donc des acides aminés que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez me dire, mais quelle catastrophe? Non, ce n'est pas une catastrophe. Ça fait partie du mécanisme d'entraînement. Ça fait partie du mécanisme d'entraînement parce qu'en fait, vous allez régénérer cela. Vous allez régénérer cela, mais il va falloir plusieurs jours pour régénérer. Et ceci va engendrer une réaction de nature inflammatoire. Et cette réaction de nature inflammatoire, eh bien, est à l'origine de la douleur que vous ressentez 24 à 48 heures après un exercice qui est particulièrement intense. Mais je vous rassure tout de suite, à partir du moment où vous l'avez fait quelquefois, eh bien, vous allez bien vous adapter. Vous allez en fait produire ce que l'on appelle une série de protéines chaperones, qui vont venir se fixer aux protéines. Vous avez ici encore une fois un sarcomère. Donc, vous avez toute une série de protéines chaperones qui vont venir se fixer à ces protéines et qui vont en fait éviter le fait que les douleurs musculaires ne réapparaissent trop souvent si vous êtes bien entraîné. Donc, typiquement, les douleurs musculaires retardées, elles vont apparaître quand on va faire des exercices d'intensité particulière et surtout s'il y a une contraction excentrique, une composante excentrique à la contraction, ce qui va inévitablement être le cas du football. Donc vous voyez que ce pauvre acide lactique
n'a véritablement rien à voir là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour éviter cela? Eh bien, malheureusement, pas grand-chose. Certains prennent des anti-inflammatoires. Tout ce que je vous ai dit, c'est une réaction de nature inflammatoire. Bon, certains se sont dit, c'est simple, je vais prendre un peu d'ibuprofène. L'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire qui a également des actions donc qui vont calmer la douleur. Donc on va calmer la douleur, mais ce n'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça, ne faites pas cela. Sauf si le médecin vous le prescrit. Mais ne faites pas cela tout simplement parce que si vous faites ça, vous allez en fait bloquer la réponse à l'entraînement. Donc je vous ai dit, la dégradation, ce n'est pas un phénomène accidentel, c'est un phénomène naturel. Donc c'est un phénomène naturel lié à votre entraînement physique. Donc c'est parce que vous vous entraînez, parce que vous faites un match intense, que vous allez générer une certaine fatigue, que vous allez dégrader ces structures protéiques dans le muscle, et puis elles vont régénérer, ça va prendre quelques jours. Vont régénérer, elles vont prendre quelques jours, et en fait, elles vont se régénérer en s'étant adaptées. Et donc, ça fait partie du processus d'entraînement. Et si vous prenez des anti-inflammatoires, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bloquer le système adaptatif. Donc, on ne prend pas d'anti-inflammatoire de manière systématique, sauf s'il y a une bonne raison médicale de le faire. Je tiens à préciser ça parce que je ne sais pas si ça se fait encore en foot, mais je sais que dans toute une série de sports, il y a quelques années, ça se faisait à peu près de manière systématique. Après certains entraînements, certains prenaient des anti-inflammatoires. Alors, ceci, c'est une étude beaucoup plus récente qui a été faite par un groupe anglais en 2017. Une étude que j'aime beaucoup, qui est extrêmement élégante et qui va vous montrer que le nerf se fatigue aussi. Donc, ça montre la fatigue neuromusculaire après un match de football. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris des mesures, ils ont pris des mesures avant le match, après le match, 24, 48 et 72 heures après le match. Donc, c'est ce qu'on va appeler la fatigue résiduelle. Donc, tout simplement, ils ont un indice de fatigue, un indice de fatigue subjectif qu'ils ont demandé aux joueurs de foot. Donc, vous voyez qu'ils sont plus fatigués après le match, et puis cette fatigue a tendance à se réduire après. Ils ont également un indice, je dirais, d'endolorissement lorsqu'ils sont en activité, donc lorsqu'ils bougent, lorsqu'ils contractent leurs muscles, et un indice d'endolorissement lorsqu'on est en passif. Donc, vous voyez qu'évidemment, ça fait plus mal quand on est en actif, et ça diminue après un certain temps, et idem pour l'endolorissement dans les conditions passives. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ceci, c'est qu'ils ont mesuré en fait la force qui peut être générée au niveau du quadriceps. Ça, c'est la force maximale volontaire, maximal voluntary contraction. Et donc, vous voyez qu'après le match, la force est moins grande. Ça, je dirais, tout le monde aurait pu le dire, on est fatigué, c'est logique. Et puis, vous voyez que cette force, il lui faut un certain temps avant de revenir. Elle ne revient même pas après 72 heures, tout à fait au niveau de la force initiale, mais effectivement, elle remonte. Je vous rappelle que le muscle est innervé. Et donc, souvent, on dit, si on ne sait pas générer assez de force, c'est tout simplement parce que le muscle n'est plus capable de régénérer de la force. Oui, peut-être, à moins qu'il n'en reçoive plus l'ordre, de la part du système nerveux. Et donc, il y a des procédures expérimentales qui sont quand même un peu complexes, qui permettent de se faire une idée de la fatigue, entre guillemets, du système nerveux. Et donc ici, ce qu'ils ont mesuré, c'est, entre guillemets, l'état de fatigue véritablement du nerf. Ils ont mesuré l'état de fatigue du nerf, et donc vous voyez que ce nerf, il a tendance à diminuer sa capacité à innerver, et qu'il lui faut un certain temps également avant de revenir. Ici, ils ont mesuré ce qui se passe encore plus haut, c'est-à-dire véritablement, directement, au niveau de la commande qui vient du cerveau. Et vous voyez que la commande qui vient du cerveau, elle a tendance également à diminuer, et puis elle va avoir tendance à remonter. Et ça, c'est véritablement ce qui se passe au niveau du muscle. Au niveau du muscle, il y a bien sûr une fatigue qui va remonter. Et donc, il n'y a pas qu'un problème musculaire lui-même, il y a un problème également de la commande nerveuse. La commande nerveuse peut également être affectée par la fatigue. Alors, la question, évidemment, pour les entraîneurs de foot,
eh bien, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui va être un bon indicateur de cette fatigue. Ceci, c'est aussi un article assez récent qui date de 2019, qui a été publié dans une revue qu'on appelle Sports Medicine, dans lequel en fait, il s'agit de ce qu'on appelle d'une méta-analyse, c'est-à-dire que les auteurs ont repris toute une série d'autres études, ils ont fait la synthèse de toutes les études, et en fait, ce qu'ils ont essayé de déterminer, c'est dans les systèmes de scouting que j'imagine vous utilisez tous dans vos clubs, quel est le meilleur prédicteur de la fatigue. Et ils ont mesuré la fatigue comme l'élévation de la créatine kinase, comme je vous ai montré tout à l'heure, et un autre qui est la diminution lors d'un counter movement jump. Vous connaissez, hein, on descend puis on remonte, et on saute le plus haut possible, et on voit la, que la performance est affectée. Et en fait, dans toutes les variables qu'ils ont utilisées, ce qu'ils ont trouvé qui était le mieux lié, en fait, c'était la distance qui est courue à une vitesse qui est supérieure à 5,5 mètres par seconde. Donc 5,5 mètres par seconde, c'est à peu près 20 km/h. Donc tout ce qui est couru au-dessus de 20 km/h pendant un match, ça semble vraiment être cela qui est le plus à l'origine de la fatigue. Beaucoup plus, par exemple, que ce à quoi il s'attendait, la distance parcourue. La distance parcourue ne semble pas être le meilleur prédicteur de la fatigue. Ce qui semble être le meilleur prédicteur de la fatigue, c'est la distance parcourue à très haute vitesse et donc à plus de 20 km/h globalement. Et donc, cela veut dire que quand vous avez les rapports du scouting, eh bien, essayez de garder bien en clair ce que chacun des joueurs a parcouru à plus de 20 km/h, parce que vraisemblablement, c'est cela qui peut être à l'origine de la fatigue chez lui. On ne parle pas évidemment du gardien de but. Alors, au tout début, je vous ai dit, oui, il y a un lien entre le muscle et le nerf, mais il y a aussi le cœur qu'il ne faut pas oublier. Alors, je voudrais aborder ceci parce qu'on va sans doute vous en parler, parce qu'il y a beaucoup de systèmes commerciaux qui sont maintenant disponibles et je suis sûr que vous avez peut-être déjà été sollicité ou que vous serez sollicité dans les prochaines semaines ou les prochains mois ou les prochaines années pour essayer de vous faire acheter des systèmes qui qui mesurent ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, c'est quoi d'abord la variabilité de la fréquence cardiaque? Bien, lorsque vous avez, ici c'est un électrocardiogramme, donc vous avez chaque battement cardiaque, d'accord? Vous avez par exemple quelqu'un qui a une fréquence cardiaque à 60 pulsations par minute. Lorsque votre fréquence cardiaque est de 60 pulsations par minute, ça ne veut pas dire qu'il y a chaque fois une seconde entre chaque battement. Ça veut dire qu'en 60 secondes, en une minute, il y a eu 60 battements. Alors certains battements, eh bien, ils ont été un peu plus rapprochés d'une seconde. Certains battements, ils ont été un peu plus éloignés qu'une seconde. Donc, il n'y a pas toujours strictement une seconde entre chaque battement lorsque la fréquence cardiaque bat à 60 pulsations par minute. Et donc, cette variabilité, c'est ce qu'on va appeler la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici. Hein, c'est la variabilité entre ce qu'on appelle les ondes RR dans l'électrocardiogramme. Vous voyez, il y a une certaine variabilité. Et cette variabilité de la fréquence cardiaque, eh bien, elle peut nous donner une idée de la façon dont le cœur est innervé. Et vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi votre fréquence cardiaque augmente lorsque vous faites un exercice physique? Eh bien, la fréquence cardiaque augmente lorsque vous faites un exercice physique essentiellement à cause d'un contrôle nerveux. Le cœur est contrôlé d'une double manière par le système nerveux. Il est contrôlé par le système nerveux sympathique qui va avoir tendance à faire augmenter la fréquence cardiaque. Et il est contrôlé par le système nerveux parasympathique, par un nerf qu'on appelle le nerf vague, et qui va avoir tendance à faire diminuer la fréquence cardiaque. Donc, si vous êtes un sportif bien entraîné, vous avez normalement une fréquence cardiaque de repos qui est plus faible que celle de la population normale. La population normale, 70 pulsations par minute. Chez les sportifs, il n'est pas rare de trouver des fréquences cardiaques de repos qui sont inférieures à 40 pulsations par minute. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'au repos, le nerf vague est plus actif. Le nerf vague étant plus actif, eh bien, il a tendance à faire diminuer la fréquence cardiaque. Que va-t-il se passer au moment où vous faites un exercice physique? Eh bien, la stimulation du nerf vague va diminuer, le système sympathique va être activé et la fréquence cardiaque va augmenter. C'est pour ça que vous augmentez
la fréquence cardiaque. Alors, ce système, eh bien, il est régulé et il présente une certaine variabilité, entre autres la décharge par le nerf vague, par le sympathique. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mesurer. Ceci, c'est une étude qui date de 2015, qui a été faite, c'est une belle étude, qui a été faite sur des joueurs de football d'assez haut niveau pendant une durée assez longue, 35 semaines, donc on peut dire que c'est quasiment une saison. On ne va pas rentrer dans le détail des différents paramètres parce que ça m'amènerait trop loin et je vois que je suis déjà en retard par rapport au temps qui m'était imparti. Mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, la variabilité de la fréquence cardiaque, ces différents paramètres qui reflètent la variabilité de la fréquence cardiaque, eh bien, va avoir tendance à augmenter. Et donc, vous avez par exemple ici eh bien, une diminution de la stimulation par le nerf vague qui est concomitante avec une augmentation, je dirais, un peu du stress cardiaque. Alors, on peut essayer de se faire une idée de l'état de fatigue des athlètes avec cette variabilité de la fréquence cardiaque. Je dois vous dire, en toute honnêteté, que je ne suis pas délirant d'enthousiasme par rapport à cette méthode, parce qu'en fait, on n'a pas encore, disons, elle est encore à ses balbutiements, et on n'a pas encore, je dirais, de normes très, très précises pour dire voilà où il faut aller, voilà où il ne faut pas aller. Mais bien sûr, en fait, c'est une technique un peu magique parce qu'elle n'est pas compliquée à mettre en œuvre. Il faut juste mesurer la fréquence cardiaque au repos. Alors, généralement, on la mesure en position couchée et puis on redresse le sujet, on la mesure couchée et debout. Donc, c'est très simple à faire. Il faut juste un petit algorithme de calcul derrière. Le petit algorithme, on vous présente toujours ça comme étant quelque chose de magique. Il n'y a rien de magique là-dedans. Dès qu'on a un peu l'habitude de ce genre de choses, c'est pas très, très compliqué à mettre en œuvre. Mais le grand avantage, c'est évidemment, il ne faut pas prendre de prise de sang, il ne faut pas faire d'analyse salivaire. C'est assez simple à mettre en œuvre. Si je peux vous donner un conseil, c'est ne vous ruez pas sur ce genre d'histoire, testez-le peut-être en toute objectivité et voyez si ça vous donne des résultats intéressants. Et un truc pour tester, c'est toujours de mettre un type qui ne s'entraîne pas dedans dans le groupe, pour voir si effectivement le système sera capable de repérer le gars qui ne s'entraîne pas. Ça, on verra si le système est bon. Mais c'est quelque chose qui est très émergent et dont on parle beaucoup, sans doute parce que c'est commercialement assez simple à mettre en œuvre. Alors, ceci, c'est une étude qui vient de sortir, 2020, sur la fatigue mentale chez l'athlète. Alors, ce n'est pas ma spécialité du tout. Ça, c'est les psychologues, mais je ne veux quand même pas éluder cette problématique. Donc, moi, je suis un physiologiste, je ne suis pas un psychologue, mais je suis bien, bien d'accord qu'il y a une partie psychologique qui peut être majeure à la fatigue. Et donc, c'est une étude qui a été faite dans une académie de football en Angleterre, sur le long terme. Et donc, où les chercheurs ont finalement demandé, un peu comme je vous ai demandé au départ, aux joueurs en formation, donc c'était une académie de formation, pourquoi ils sont fatigués. Donc, vous avez toute une série de réponses ici, pourquoi ils vont être fatigués et à quoi ils attribuent cette fatigue. Est-ce qu'ils l'attribuent plutôt à une fatigue physique ou à une fatigue mentale? Et vous voyez ici, c'est la fatigue mentale d'abord, fatigue mentale d'abord, fatigue mentale d'abord, et sinon, on est fatigué, je suis en colère, d'accord, fatigue mentale. Vous voyez qu'en fait, la fatigue mentale, eh bien, dans beaucoup de variables, de variables qui ont été déclarées, eh bien, on attribue la fatigue à une fatigue mentale. Donc moi, je ne vais pas aborder directement cette problématique parce que ce n'est pas ma spécialité, mais sachez, comme je vous l'ai dit au début, qu'il y a un lien étroit entre la fatigue mentale et la fatigue physique parce que le muscle parle au cerveau et le cerveau parle au muscle, donc on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Voilà, j'en ai terminé avec ma petite présentation. Si vous voulez, on va faire 3 petites questions, hein, juste pour voir comment vous avez un peu assimilé. La crampe, c'est dû à quoi? C'est dû à l'acide lactique qui s'accumule dans les jambes? C'est dû à l'ammoniac qui s'accumule dans les jambes? Ou c'est dû à une dérégulation de la commande motrice? À vous.
Bon, il y en a que 17 sur 51, il faut pouvoir s'engager, hein. Voilà, le compteur ne bouge plus beaucoup. Il y a eu 30 réponses sur 53 connexions. Bien sûr, la majorité a la bonne réponse, hein. La crampe, c'est dû en fait au motoneurone qui donne une mauvaise information au muscle, qui décharge en permanence pour une raison qu'on ne connaît pas encore très très bien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles à la crampe que d'autres. Il y a des gens qui ont plus souvent des crampes que d'autres. Et on sait également que le meilleur remède pour éviter les crampes, eh bien, c'est de s'entraîner. L'entraînement va diminuer l'apparition des crampes. Et donc, typiquement, c'est les gens relativement peu entraînés ou c'est quand on fait des matchs pour lesquels on n'est pas vraiment entraîné que l'on a des crampes. Ça m'amène peut-être à une chose, hein. On parle souvent des prolongations. J'ai souvent l'impression, quand je regarde le foot à la TV, que les footballeurs ne se préparent pas beaucoup aux prolongations. Généralement, ils tiennent très très bien les 90 minutes. Et puis dès que ça dépasse les 90 minutes, on dirait qu'ils n'ont pas été préparés à aller plus loin. Peut-être faut-il réfléchir quand on va dans des tournois et qu'on sait qu'il y aura peut-être des prolongations à préparer les gens à ces prolongations. J'ai trois petites questions comme ça. Euh, les douleurs musculaires retardées, ah ben, l'acide lactique encore, hein. C'est dû à l'acide lactique, c'est dû à des déchets métaboliques qui restent dans les jambes, ou bien c'est dû à une déstructuration des sarcomères au sein des fibres musculaires. Voilà, donc la majorité a encore raison, hein, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais c'est effectivement dû à une déstructuration des sarcomères au niveau des fibres musculaires qui est en fait liée aux étirements sur la membrane de la fibre musculaire qui va se perméabiliser et qui va laisser rentrer du calcium et qui va laisser sortir un tas d'autres trucs que l'on peut d'ailleurs mesurer au niveau du sang, qui vont être le reflet de cet état de fatigue musculaire. Dernière question. Euh, ah, je sais pas, c'est là, voilà. Dernière question. Qu'est-ce qui est le meilleur prédicteur de la fatigue résiduelle après un match? Est-ce que c'est la distance qu'on a parcourue pendant le match à plus de 5,5 mètres par seconde? Est-ce que c'est la distance totale qui a été parcourue pendant le match? Ou est-ce que c'est la durée pendant laquelle le joueur a été en mouvement pendant le match? Voilà, 31 réponses sur 55. Bravo aux 90%. Donc, c'est bien la distance qui est parcourue à haute vitesse, c'est-à-dire à 20 km/h, qui a été identifiée dans cette méta-analyse que je vous ai présentée comme étant la variable qui est la plus prédictive de la fatigue résiduelle dans les 24, 48 ou 72 heures, mais surtout dans les 24 heures qui suivent la fin d'un match. Voilà, donc je peux être raisonnablement satisfait
la grande majorité des réponses étaient les bonnes. Donc, si on veut conclure maintenant, qu'est-ce qu'il faut peut-être garder bien en tête après cet exposé? Donc, c'est que la fatigue, c'est un phénomène qui est complexe, qui est multifactoriel, qui a un volet physiologique dont je vous ai parlé, qui a un volet psychologique dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce n'est pas ma spécialité, mais que je ne nie certainement pas. Les joueurs de football devraient donc implémenter, et on va aborder ça la semaine prochaine, des stratégies de récupération, mais également, et on a évoqué de temps en temps, des stratégies évidemment légales sont tombées dans le dopage, mais toute une série de stratégies qui peuvent réduire la fatigue. Quand on réduit la fatigue, il faut essayer d'utiliser toutes les stratégies possibles qui évidemment ne tombent pas dans le dopage pour essayer de réduire la fatigue parce que ça va être favorable. Euh, la fatigue, il ne faut pas l'oublier, ça conduit, et je l'ai évoqué au début de l'exposé, à des blessures, ça conduit à des maladies. On a vu le cas avec IgA, avec l'immunoglobuline alpha. Hein, c'est pour cela que ça conduit à la fatigue. Et donc, ces blessures et ces maladies, eh bien, ça peut garder les joueurs écartés pendant un certain temps, ce qui est évidemment à la fois dommageable pour eux et potentiellement dommageable pour l'équipe. Donc, je pense que un monitoring très systématique, et ça c'est vraiment mon message, c'est que le monitoring systématique à la fois du temps de match, de l'intensité du match, et ça vous avez tous des scouting, vous les avez, combien de temps on a joué, mais surtout quelle est la distance qui a été parcourue à haute intensité, et ce qu'on n'a pas toujours et qu'il faudrait avoir, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement, c'est-à-dire la charge d'entraînement. Trois choses, le temps de match, l'intensité du match et la charge d'entraînement. Si on monitore cela, eh bien, si on met ça en routine, eh bien, on devrait pouvoir avoir des outils qui permettent d'anticiper les périodes, soit de surmenage, soit les périodes de surentraînement. Et à cela, on peut évidemment venir ajouter toute une série d'autres mesures. La plus simple est celle dont on parle beaucoup pour l'instant commercialement, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Je n'y crois qu'à moitié. Il y a toute une série d'autres mesures plus physiologiques que l'on peut mesurer. Mais évidemment, ça demande soit des tests supplémentaires, soit des prises de sang, soit des prises de salive. Et donc, c'est plus compliqué. Je pense que simplement mesurer le temps de match, mesurer l'intensité du match et mesurer la charge d'entraînement, eh bien, c'est déjà trois outils qui peuvent être facilement mis en œuvre et qu'on peut suivre de manière systématique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je réponds évidemment volontiers à toutes vos questions et je repasse la parole à Pierre.